Il n'y a pas eu au centre-gauche d'Israël une personnalité d'envergure qui est émergée depuis Yitzhak Rabin. Je trouve personnellement et Yair Lapid et Guidon Sa'ar et maintenant Merav Michaeli des gens vraiment de très grande qualité, mais lorsqu'on parle de leader d'envergure, non. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Ilan Grelsamer. Ilan, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, comme je le disais, nous sommes à 6 jours de cette 4e consultation électorale. Et la première question que je voudrais vous poser en parlant de stratégie, de manœuvre politique actuelle, est-ce que vous êtes d'accord avec la dernière manœuvre de Yair Lapid qui consiste à essayer de siphonner les voix du parti bleu-blanc dans la perspective où ce parti de Benny Gantz ne passerait pas le seuil d'éligibilité? Et cela, enfin, de se remonter, enfin, d'une certaine manière, au niveau de Binyamin Netanyahou dans les sondages? D'abord, prenons votre dernier mot, les sondages. Je suis de ceux qui ne croient pas dans les sondages. Dans l'histoire de l'État d'Israël, dans l'histoire politique de l'État d'Israël, les sondages, d'abord, se sont généralement trompés en donnant beaucoup moins à certains qu'ils ont obtenus à la suite ou beaucoup plus. Et donc, je ne me suis pas de ceux qui se fieraient aux sondages actuels. Il y aura de grandes différences avec les résultats du 23 mars. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, vous parliez de siphonner les voix des petits partis. C'est ce que font toujours les grands partis. C'est ce que le Likoud essaye de faire avec Bennett, avec le Yemina. C'est ce que Yesh Atid essaye de faire avec les petits partis de centre-gauche. Toute l'histoire des grands partis est d'arriver à être pratiquement, je ne dirais pas à égalité, mais dans une position de force pour négocier au lendemain des élections. Donc, cette stratégie, je dirais, de Netanyahou à droite et de Yesh Atid à gauche, ou au centre-gauche, n'est pas quelque chose de très spécial. Mais c'est tout de même une différence, Ilan, entre siphonner les voix de partis comme ceux de Bennett ou de Sa'ar qui sont crédités de 10 à 12 mandats et siphonner les voix d'un parti qui flirte avec le seuil d'éligibilité, parce que... Oui, mais c'est justement, je pense que Yesh Atid a raison, parce que le grand danger qui se présente en ce qui concerne le centre-gauche, en tout cas le camp anti-Netanyahou, c'est que ces petits partis, le Meretz, le Bleu-Blanc et peut-être même le Parti travailliste, ne passent pas le seuil de représentation, ce qui serait une catastrophe pour le camp anti-Netanyahou, puisque ça renforcerait immédiatement le camp Netanyahou. Et donc, je suis de ceux qui pensent que si cette semaine, il s'avère qu'ils ne passent pas ou qui sont très proches du seuil de représentation, ces petits partis devraient se retirer, qu'il s'agisse du Meretz ou du Bleu-Blanc. S'ils sont crédités, disons même de 4 sièges, c'est flirter avec le seuil de représentation, il ferait mieux de se retirer et de laisser leurs électeurs finalement voter pour soit le Parti travailliste, soit le Parti Yesh Atid. Alors, cela c'est à gauche, on va dire au centre-gauche. Vous pensez que un débat télévisé entre Binyamin Netanyahou et Yair Lapid pourrait changer la donne, on va dire? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Écoutez, on arrive ici dans la dernière ligne droite avant les élections. Vous remarquerez que les sondages, même si on ne s'y fie pas énormément, sont assez stables. Il n'y a pas de changement en ce qui concerne le Likoud, 28 à 30 sièges, en ce qui concerne le Yesh Atid, une vingtaine de sièges. Les autres aussi ne bougent pas énormément. Et je ne crois pas qu'à ce stade où les gens se sont quand même fait plus ou moins un avis, est-ce qu'ils sont dans le camp de Netanyahou ou dans le camp anti-Netanyahou, puisque ces élections sont autour de la personnalité du Premier ministre. Les gens se sont fait une idée. Je ne crois pas que
un débat télévisé, même au profit de l'un ou de l'autre, changerait grand-chose. Alors, je voudrais essayer de comprendre un phénomène qui est tout de même assez surprenant. On voit à droite deux challengers à Benjamin Netanyahou, Gideon Sa'ar d'un côté, Naftali Bennett de l'autre, qui, avec des partis qui gravitent autour des 10-12 mandats, eh bien, prétendent être candidats au poste de Premier ministre. Comment est-ce possible ? Eh bien, parce qu'il y a aujourd'hui, encore une fois, il faut toujours revenir là-dessus, il y a ceux qui veulent garder Netanyahou comme Premier ministre et il y a ceux qui veulent s'en débarrasser. C'est ici que se place cette année, ce mois-ci, la fracture dans la société israélienne. Dans le camp anti-Netanyahou, la seule personne qui puisse, je dirais, catalyser l'ensemble des forces anti-Netanyahou, c'est quelqu'un qui soit acceptable par les autres. Il se trouve que Yair Lapid est récusé par certains qui ont dit qu'ils n'iraient pas avec lui, ou du moins avec lui comme Premier ministre. Et Bennett, je dirais également, Sa'ar a cette position qu'il est acceptable par l'ensemble de ces forces qui vont de la droite modérée à la gauche. Et donc, ce sont des gens qui disent, regardez, il n'y a que moi, même si je n'obtiens qu'une dizaine de députés, il n'y a que moi qui puisse rassembler l'ensemble de ce camp jusqu'à Meretz à gauche et en partant, disons, de dissidents du Likoud à droite. Mais comment on peut arriver à ce genre de calcul ? Parce qu'il y a une étape, Ilan, vous le savez mieux que moi, il y a une étape entre les élections et la formation d'un gouvernement, c'est cette visite au président de l'État et cette recommandation que chaque chef de parti doit faire. Il doit recommander un nom, il ne peut pas recommander 36 noms. Donc comment peut-on envisager que, par exemple, le parti Meretz puisse recommander Gideon Sa'ar ? Comment peut-on envisager que... Ça dépend de la configuration des forces au soir du 23 mars. Beaucoup de choses de ce que les gens disent actuellement, je proposerai un tel ou je proposerai tel autre, ce n'est pas ça qu'ils feront. Ils vont se réunir, ils vont discuter, ils vont arriver à une solution. Oui, je ne crois pas du tout impossible que des partis comme le Meretz ou le Parti travailliste recommandent en définitive, que Gideon Sa'ar soit celui qui constitue le gouvernement. Ce n'est pas absurde du tout. Aujourd'hui, dans le camp anti-Netanyahou, et je me dois quand même de préciser que j'en fais partie, la seule chose que nous voulons, c'est que M. Netanyahou, qui a contribué énormément à l'État d'Israël, quitte la vie politique parce que nous pensons qu'il corrompt la vie politique israélienne et la démocratie israélienne. Et quand les gens, disons même très à gauche, pensent de cette façon-là, ils seront prêts à donner le poste de Premier ministre à quelqu'un qui puisse faire la synthèse des différentes forces allant, disons, de la droite modérée à la gauche. Parce que ce dont il s'agit, c'est la question de la démocratie israélienne. Et là-dessus, je crois que tout le camp anti-Netanyahou se retrouve. Nous ne voulons pas de Ben Gvir et des kahanistes, des fascistes israéliens dans des positions de ministres, par exemple, qui sont les positions que Netanyahou leur donnera s'il constitue son gouvernement de 61 députés. Et donc, en réponse à votre question, je ne crois pas du tout que ce soit impossible aux différentes forces très diverses idéologiquement du camp anti-Netanyahou de se mettre finalement d'accord. Comment vous expliquez, on va dire, ce soutien tout de même assez surprenant que le Premier ministre continue à obtenir, on va dire, ne serait-ce qu'au sein du parti du Likoud. Le Likoud aurait dû, d'après toute logique, être considérablement affaibli par le départ de Gideon Sa'ar et de gens comme Ze'ev Elkin qui l'ont rejoint. Et pourtant, on voit que Gideon Sa'ar reste avec ses 10-12 mandats et le Likoud reste toujours autour des 30 mandats. C'est-à-dire qu'il y a plus d'1 million d'Israéliens qui restent fidèles envers et contre tout. Tout à fait. C'est un phénomène sociologique intéressant. Je crois que Netanyahou a un public qui lui est non seulement extrêmement fidèle, mais fidèle dans toutes les occasions et les circonstances.
On peut comparer avec Donald Trump, par exemple. Donald Trump lui-même avait dit, je ne me rappelle plus, si je tire sur quelqu'un sur la 5e avenue, les gens seront quand même pour moi. Et il y a un phénomène bibiste, disons, qui est un phénomène sociologique très intéressant. Il y a des gens qui voteront toujours Netanyahou, et je dirais même, quoi que fasse Netanyahou ou quoi que dise, ce sont des gens qui ne croient pas qu'il soit coupable de corruption, ce sont des gens qui pensent que c'est le grand homme de l'État d'Israël, plus même que Ben Gurion ou Theodor Herzl, et c'est un phénomène qu'il ne descendra pas, le Likoud avec Netanyahou à la tête, en dessous de ce qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire de cette trentaine de députés. Alors que face à cela... Mais, et là, il y a une différence, c'est que d'habitude, le Likoud arrivait, lors des élections, à avoir nettement plus que ce qu'on lui prévoyait. N'oublions pas qu'il a eu, combien, 35, 36 députés la dernière fois. Et là, ces 30 députés, je dirais, ça bloque, ça ne peut pas aller plus loin. C'est le fond, finalement, pro-Netanyahou à l'intérieur de la droite israélienne. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, vous êtes favorable au camp des anti-Netanyahou, vous êtes militant. Mais comment vous analysez le fait que, justement, face à Netanyahou, eh bien, il n'y ait pas de véritable leader, on va dire, de leader charismatique, que la gauche ne parvienne pas à trouver quelqu'un qui rassemble, on va dire, ses forces? C'est très vrai. D'abord, le camp anti-Netanyahou, s'il est uni sur une chose, à savoir que Netanyahou corrompt la société israélienne et est un danger pour la démocratie israélienne, ça c'est quelque chose, disons, de commun, mais à part ça, vous trouvez des gens qui sont pour annexer la Judée-Samarie et développer les implantations, vous trouvez des gens qui sont totalement contre, des gens qui sont pour garder seulement les blocs. Vous trouvez des gens qui, sur la question palestinienne et sur la question économique et sociale, sont complètement différents. Donc, ça leur est très difficile de se mettre d'accord. Ensuite, vous avez tout à fait raison qu'il n'y a pas eu au centre-gauche d'Israël une personnalité d'envergure qui est émergée depuis Yitzhak Rabin. Depuis Yitzhak Rabin, il y a des gens vraiment très bien. Moi, je trouve personnellement et Yair Lapid et Gideon Sa'ar et maintenant Merav Michaeli, des gens vraiment de très grande qualité. Mais lorsqu'on parle de leader d'envergure, non, ça, nous n'avons pas encore trouvé ce leader d'envergure. Ce sera peut-être le général Eisenkot qui émergera dans le futur, ou quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé d'avoir des généraux. Oui, parce que les généraux n'ont pas véritablement bien réussi. L'expérience l'a prouvé ces derniers. Oui. Et regardez, vous voyez par exemple un ministre de l'Éducation, Likoud, catastrophique actuellement, Gallant, qui a été un grand général, mais qui est entré au ministère de l'Éducation nationale croyant qu'il continuait à être général dans l'armée, donnant des ordres à droite, à gauche, ne comprenant rien à l'éducation, n'écoutant personne. C'est peut-être très bien dans l'armée, mais ce n'est pas bien au ministère de l'Éducation. Alors, une dernière question, Ilan, sur la gauche véritable, on va dire la gauche idéologique. Est-ce que vous pensez que Merav Michaeli a commis une erreur en formant une liste qui est, on va dire, presque une copie conforme de la liste du parti Meretz, trop à gauche? Oui, je pense que vous avez raison. Il n'y a en fait aujourd'hui, avec le virage à gauche du Parti travailliste, pratiquement aucune différence entre le Meretz et le Parti travailliste. Et il est absurde que ces deux partis n'aient pas fait une liste commune. On parle beaucoup en Israël de ce mot égo, c'est-à-dire les dirigeants qui veulent d'abord être en tête et ne pas laisser. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est bien malheureux. Je pense qu'il y a un risque très sérieux que le Meretz ne passe pas le seuil de représentation. Eh bien, professeur Ilan Gretsamer, merci pour nous avoir permis ce tour d'horizon de cette classe politique israélienne, de cet échiquier politique israélien à quelques jours donc de cette consultation électorale. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt.